Hop. C'est parti, donc bienvenue. Donc on va avoir le même fonctionnement que la dernière fois, cette fois-ci avec les slides dès le début. Donc, on posera moins de problèmes. Donc pour les gens qui suivent à distance, ça va être on va refaire un peu les mêmes exos, quoi. Donc normalement vous devriez les trouver beaucoup plus rapidement que les autres la dernière fois. Et on fera l'interro juste après l'interro dure un quart d'heure, hein. Donc voilà, on va faire ça. Si vous êtes à distance, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Cette fois-ci, ça devrait marcher un peu mieux puisque je l'ai sous les yeux. Alors, c'est parti. Donc, il y a un certain nombre d'exos dans le thème 2, hein. Il y en a qui sont déjà corrigés. Je ne sais pas si vous les avez déjà regardés, hein, donc je vous invite aussi toujours à préparer la séance avant de venir. Donc, cette semaine, c'est une répétition de la semaine précédente pour ce cours-là. Mais évidemment, à partir de la semaine prochaine, on va avancer semaine par semaine normalement. Donc vous aurez un thème une fois à distance la semaine prochaine, et puis le thème suivant, à ce moment-là, vous serez là présent ici, sauf s'il y a encore des changements. Mais a priori, là, je vous dis, c'est ce qui est prévu actuellement. Donc on va commencer par ce premier exo, donc dans laquelle, bon, qui est un exercice corrigé, mais c'est bon de revoir ça ensemble, quoi, pour voir si on a tous, on n'a rien oublié depuis la dernière fois. Alors, on vous demande, on considère donc la suite d'instructions, donc des affectations de variables et expressions simples. Et donc après chaque ligne, on veut que vous disiez s'il s'agit d'une affectation, d'une initialisation ou d'une expression. Donc, je vais faire 3 colonnes, une pour affectation, qui sera la première colonne. Voilà, ça je réponds directement sur le sujet. La deuxième colonne, si c'est une initialisation. Voilà. Et la troisième colonne, s'il s'agit d'une expression. Et je ferai ce qui est demandé en fonction de ça. Donc c'est parti. A égale 3. Si vous voyez une instruction comme ça, c'est initialisation, oui. Bon, c'est une affectation, hein, évidemment aussi, mais comme c'est la première fois qu'on le rencontre, effectivement, on va dire que c'est une initialisation, c'est la première fois que je vois le A. Donc en fait, si c'est une initialisation, là, qu'est-ce que j'aurais dû en fait écrire? Ouais, il faut que j'écrive que je dise que A c'est un int. Donc j'écris ça, comment on dit que A c'est un int? On écrit A, 2 points, et un int. Donc je peux écrire juste A, 2 points int, et suivi ensuite de A égale 3. Hein. Mais on a vu aussi qu'on pouvait le faire en une seule fois, hein, en disant directement A, 2 points int égale 3. D'accord? Donc si c'est la première fois que je rencontre le A, à ce moment-là, je fais cette initialisation de cette manière-là. Ensuite, A tout seul, qu'est-ce que c'est? Je vous entends. Une expression, tout à fait. Donc même A tout seul, c'est même les expressions les plus simples qu'on peut écrire, pratiquement. Donc A, c'est une expression, et on nous demande s'il s'agit d'une expression, donner le type de l'expression ainsi que sa valeur. Donc son type, c'est int. Et il vaut combien? Il vaut 3, oui. Alors, expression, type, affectation. Alors, dans la colonne affectation, je vais mettre les variables et je vais noter à chaque fois quelle est leur valeur. Donc là, il y a une première ici, là. Le A, il est déclaré ici, et il vaut 3 à ce niveau-là. D'accord? Et puis, je vais faire des petites barres aussi comme ça. Voilà, donc je vais suivre l'évolution des valeurs des variables au fur et à mesure. Alors, A, on a vu. A égale 0, c'est une affectation, oui, c'est une affectation. Donc, ça change la valeur de A. Maintenant, A, il contient 0. A reçoit 0, donc maintenant, il change. A reçoit 0.
D'accord? J'espère que vous avez bien compris que les variables peuvent toujours contenir qu'une seule chose à un moment donné, quoi, hein. Et donc, dès qu'on lui affecte une nouvelle chose, bah, elle perd définitivement l'ancienne valeur. Donc, c'est une case, la mémoire, là, une variable comme ça, c'est une case qui ne peut contenir qu'une seule chose, hein, a priori. A tout seul, bah, on l'a déjà vu, c'est une expression, ça n'a pas changé, c'est toujours de type int, mais cette fois-ci, là, A, il vaut 0. Il vaut la dernière valeur qui lui a été affectée. A égale 0, c'est une expression aussi, de quel type? C'est quoi le type de réponse de ça? C'est un booléen, ouais. Donc type, le type booléen, il s'appelle bool tout court, ouais. Et il vaut combien? Combien, entre guillemets, quoi. Alors, est-ce qu'elle est égale à 0? Oui, A vaut 0, donc A égale 0, c'est vrai, donc true. Donc un T majuscule. A égale 3, bah, c'est aussi une expression, mais cette fois-ci, elle est fausse, hein, parce que A vaut toujours 0, hein, ça n'a pas changé. Hein. Donc, c'est une expression de type bool, et elle est false. Hop, c'est noté. Je vais passer au transparent suivant. Vous le faites rapidement. Hop, B égale 2. Alors, c'est initialisation, c'est là pour, on va dire que c'est la première fois qu'on rencontre le B, mais c'est pas une bonne initialisation, parce que si vous voulez initialiser quelque chose, il faut quand même le déclarer avec son type. Hein. Donc, je mettais ça normalement dans la initialisation, celle du milieu. Donc, en fait, ce que j'aurais dû écrire, comme c'est la première fois que je rencontre B, B de point, int, égale 2, j'aurais dû écrire ça. D'accord. Donc, je vais remettre la colonne ici, donc la colonne DA, qui est là. La dernière valeur que contenait A, c'était 0. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir encore des changements? Ouais, je vais peut-être le décaler un petit peu parce que ça va pas rentrer. Non, il veut plus. C'est pas grave. Je vais effacer le A qui est là. Je vais mettre, parce qu'il change, ouais. Je vais mettre A comme ça. Ouf. Maintenant, il y a un B qui vient d'arriver. Hop. Donc A qui valait 0. Maintenant, il y a un nouveau B. Maintenant, B il vaut 2. A égale B. C'est une expression de type booléen. Et combien elle vaut? Bah, on regarde les valeurs de A et B. Hein. Est-ce que 0 est égal à 2? Bah non, donc c'est faux. Hein. Alors, ça c'est fait. B égale A, c'est une affectation. Donc ça change. Donc, une affectation avec le simple égal qui est là. Vous calculez l'expression qui est à droite du égal ici. Donc là, l'expression A toute seule, elle vaut, tout calcul fait, elle vaut 0. Hein, c'est pas très compliqué. Elle vaut 0 et je le stocke dans B. Donc ça change la valeur de B. Maintenant, B, il vaut 0. Non, je l'ai mis à la mauvaise ligne. Hop. Là, 0. B tout seul, voilà. C'est une expression. Et si je lis la dernière valeur de B, c'est 0. Donc B, c'est un int, il vaut 0. A égale B, ben, on a déjà rencontré d'égal, c'est aussi une expression. Comme ça, un test d'égalité, résultat c'est vrai ou faux, donc bool est 1. Si je regarde les valeurs dernière valeur de A et de B, 0 et 0, bah, est-ce que 0 est égal à 0? Évidemment que oui. Et donc c'est true. Je vois qu'il y a 2 utilisateurs qui est affiliaté à l'IFAS. Si vous voulez faire coucou dans le chat, pour voir. Vous allez me dire que vous êtes là. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ok, continue. B égale 4, c'est une
affectation. Donc ça met 4. Donc on regarde si à droite du égal, on le calcule. Bon, 4, c'est déjà calculé. Hein. Je le stocke dans B, donc maintenant B vaut 4. A égale B, bon, à nouveau un test d'égalité, donc c'est un booléen. Et je regarde les valeurs de A et B. A, il vaut toujours 0, B, il vaut 4, donc ils ne sont pas égaux. Donc c'est false. Vous m'arrêtez s'il y a un truc que vous n'avez pas compris. Hein. Alors, là, on va se marrer. Suivant, c'est quoi ça? C'est une expression. Bon. On va commencer par la calculer. Comment on calcule une expression comme ça? On commence par calculer, ouais, les trucs qui sont entre parenthèses. Donc, A égale 2. Donc, c'est A, il vaut 0. Donc, est-ce que 0 est égal à 2? Non, donc ça, c'est false. Ensuite, est-ce que B est égal à 0? B, il vaut 4. 4 égal à 0, c'est faux aussi, donc false. Donc maintenant que j'ai calculé ces deux parties-là, maintenant je peux calculer ce qui reste comme expression. L'expression c'est false égale false. C'est vrai. False égale false, c'est vrai. Et c'est de quel type du coup? Booléen aussi, hein, parce que les trucs vrais ou faux, hein, c'est des booléens. Donc booléen et true, c'est vrai. Il est vrai que le faux est égal au faux. Ensuite, ça, ligne suivante, c'est une affectation. C reçoit l'expression A égale 0. Alors question, A égale 0, A il vaut combien? 0. 0 égale 0, c'est vrai, donc true. C reçoit true, c'est l'affectation. Donc il y a une nouvelle variable. Alors, c'est la première fois qu'on rencontre C quand même. Hein. Donc je suis d'accord, c'est une affectation. Hein, mais en fait, on n'a pas déclaré C, on aurait dû le faire. Hein. On aurait dû écrire que C, ici, là, c'est un. C'est quel type? Dis-moi, au lieu de me regarder comme ça. Tu t'étais assoupi, hein, les yeux ouverts. C'est un boule, ouais. Bon, et puis si j'avais voulu faire tout d'un seul coup, j'aurais écrit C boule A égale 0. Voilà. C'est la première fois qu'on rencontre le C. Ou sinon, vous écrivez juste le C de point boule et à la ligne suivante, vous écrivez l'affectation. Hein. C'est possible, quoi. Mais bon, autant tout faire sur la même ligne, bon, c'est réglé. Alors, c'est tout seul, du coup. Alors, donc, je vais quand même créer une petite colonne d'essai, là, pour dire que là, il vaut a priori true. Alors, c'est tout seul, c'est une. On a déjà rencontré plein de fois. C'est une expression. Son type, bah, il vaut true, donc c'est booléen. Bool, vaut true. Ou true, pour les puristes. C égale B égale 3. C'est une expression. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein, pour qu'on ait une affectation, il faut qu'il y ait un simple égal quelque part. Quoi. Et à gauche du simple égal, il n'y a toujours qu'une seule variable. Hein, il ne peut pas y avoir une expression. Donc, quand vous avez un égal tout seul, à droite, vous avez une expression. À gauche, vous avez la variable dans laquelle on va stocker le truc. Quoi. Pour l'instant. Donc, on verra les listes, ça va être un petit peu compliqué, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, on va évaluer cette expression. Vous pouvez déjà me dire qu'elle sera de type booléen, parce que la dernière opération qu'on fait, c'est un égal, et le résultat d'un égal, c'est toujours un booléen. Alors, calculons là, on va calculer en premier ce qui est entre parenthèses, b égale 3. Ici, b, il vaut combien? Dernière valeur qu'il a prise, c'est 4. Est-ce que 4 égale 3? Non, donc cette partie-là, c'est false. Et maintenant, c égale false. Combien vaut c? Il vaut true. Est-ce que true est égal à false? Non, donc ça c'est faux. Donc false. Donc c'est toujours expression de type booléenne qui vaut false. Et x tout seul, c'est une expression. Et dans notre cours ici, c'est une erreur, hein, parce que x non déclaré.
Non déclaré et non initialisé. Non déclaré, non initialisé. Oui, tu as une question? Oui, mais ça pourrait pas. Parce que on peut, les affectations, si c'est égal à entre parenthèses, ça n'a pas de valeur, en fait. Dans ce cours-là, en Python, il y a d'autres langages où ça a une valeur. Mais en fait, c'est égal, c'est pas une expression, donc ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de type. Donc, c'est comme si c'est égal à, c'est type, je ne sais pas quel est son type, peut-être non, ou je ne sais pas s'il a un type ou pas. Mais en tout cas, non, on n'écrira pas des choses comme ça, quoi. On ne testera jamais l'égalité d'une affectation avec autre chose. C'est bon? Alors, c'est parti. Question 2. D'après vous, que se passe-t-il si on soumet la définition suivante à l'interprète Python? Alors, les deux lignes commencent ici, ça se termine pour moi sur la page suivante. Def santé. Donc, c'est une fonction santé qui prend combien de paramètres? Un seul, ici, un x de type float, et ça retourne toujours un str, c'est-à-dire une chaîne de caractères, ouais, un texte. Retourne bonne santé, le texte bonne santé, la chaîne de caractères bonne santé, si x vaut 37,5 et malade dans tous les autres cas. Bon. Et voilà ce qui est écrit dans la fonction. Donc on nous demande que retourne l'interprète Python avec ça. Alors, oui. Pardon? Il manque les. Ah, le jeu de test? Non, bah ça il va peut-être le dire, mais il dira quelque chose avant, hein. Oui. Il y a une erreur à quel niveau? Au niveau du if, et à quel niveau du if? Ok, et plus précisément dans ce machin-là, c'est quoi qui cloche? Oui, ça, ce truc-là devrait être un booléen, et pourquoi ça n'en est pas un? Il y a un seul égal, c'est ce que tu voulais dire? Exactement. Donc là, il n'y a qu'un seul égal, donc c'est une affectation. Et comme je répondais à ta question tout à l'heure, c'est une affectation, a priori, et ça n'a pas de type, hein, c'est pas un booléen, c'est pas vrai ni faux, hein, c'est juste un ordre qu'on dit, ça veut dire mets 37,5 dans x. C'est ni vrai ni faux, en fait, quoi. Donc là, il va y avoir une erreur à ce niveau-là, parce que si on voulait répondre à la spécification qui nous a été donnée ici, retourne bonne santé si x, etc., si on voulait vraiment qu'elle fasse ça, la fonction, là, on aurait dû mettre à ce niveau-là un double égal ici. D'accord? Donc, erreur. Donc ça, c'est une erreur assez classique, hein. Vous faites souvent en TP, mais voilà, dès que vous voyez que l'interprète vous dit que ça va pas, vous corrigez, hein. C'est un truc que vous rencontrez assez facilement. Et puis il donne pour ce genre d'erreur-là, le diagnostic est assez facile à faire, donc il vous le dit sans problème. Alors, ça va? On peut passer à la suite? Eh ben, c'est parti. Calcul des mentions, donc il est corrigé à la fin de votre cahier, donc a priori on le regardera si on a le temps, mais je pense pas. Donc je passe. Donc le but c'est une fonction qui prend un nombre et puis qui renvoie un texte, hein. Et il y a un raffinement ensuite. Bon, donc ça je vais pas le faire, ça je vais pas le faire. Alors couverture. Couverture, ça, a priori on va pas le traiter non plus, on va le faire en TP, même s'il est corrigé, mais je vous demande de pas regarder la correction là, pour l'instant, donc ça permet de bien voir comment on manipule les ifs et comment on les imbrique. Donc ça pour l'instant, on ne le fait pas. Mesure fiable, c'est pareil, je vais pas le corriger tout de suite. Pareil parce qu'il est déjà corrigé. Ça demande d'écrire une fonction qui s'appelle EgalEps, donc qui teste si deux nombres flottants sont égaux à epsilon près. Donc en gros, si on a deux nombres qui sont très proches, est-ce qu'ils sont égaux avec suffisamment de chiffres après la virgule?
si on considère qu'une partie des chiffres après la virgule. Donc on va dire ça comme ça. On va juste s'en servir en fait pour tester, parce qu'on va faire mesure fiable. Non, c'est ce qu'on était en train de faire. Il va me donner combien de fois? Hop, hop, j'avance. C'est toujours la même chose. Ok. Là, on va faire le volume du tétraèdre, celui qui n'est pas corrigé. Et après, pour tester le volume du tétraèdre, on verra si on ne peut pas utiliser la fonction de l'exercice précédent là pour tester si les valeurs sont bonnes. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Rapidement, si vous ne l'avez pas encore lu, sinon lisez-le. Pendant ce temps-là, qui a ces cartes de référence? Vous êtes au courant qu'il y a un terreau tout à l'heure et que vous avez droit à la carte de référence? Là aussi? Ah oui, mais non. Donc, dans ma grande bonté, je vous ai imprimé des cartes de référence. Et c'est l'unique et dernière fois. Hein. Donc, soit vous gardez ce pape-là ensuite, qui vous servira de carte de référence jusqu'à la fin du semestre, soit vous procurez celle qui est un peu cartonnée. Fais passer, s'il te plaît. Celle qui est un peu cartonnée, qui est distribuée à l'alias normalement avec les fascicules, mais peut-être qu'ils en avaient plus quand ils ont distribué les fascicules, c'est possible. Alors, on a déjà beaucoup plus de monde dans le chat. Hein. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Vous avez lu le début de l'exo, là? Bon, alors, on nous dit, bon, cet exercice a beau de traduire en Python une formule mathématique non triviale, donc pour calculer le volume d'un tétraèdre. Tout le monde sait ce que c'est qu'un tétraèdre? C'est une espèce de pyramide comme ça. Hein. Hop, c'est comme ça. Puis derrière, là, je vais mettre... Et donc, on connaît les longueurs ici, A, B, C, D, E ici, puis F là, ce truc derrière. Là. Donc, on connaît les longueurs des arêtes là, et on a une formule du Euler qui permet de calculer le volume de ce tétraèdre en fonction des valeurs des longueurs des arêtes. Bon. Et la formule, c'est celle-là. V égale 1/12 de racine carrée de P moins Q plus R, avec P qui vaut 4A carré, B carré, C carré, Q qui vaut cette valeur-là, R qui vaut X, Y, Z, et eux-mêmes, X, il vaut A carré plus B carré, etc., etc. Bon, et donc le but, proposer une définition de la fonction volume underscore tétraèdre qui effectue le calcul décrit ci-dessous. Alors, des petits exemples. Volume tétraèdre avec que des 1, donc tous les arêtes sont de longueur 1, donc c'est un tétraèdre régulier. On vous dit que ça vaut cette valeur-là. On vous demande de remarquer que racine carrée de 2 sur 12, ça vaut une valeur qui ressemble beaucoup, mais qui diffère ici au dernier chiffre. On vous dit aussi, il y a un rapport entre cette constante et racine de 2 sur 12. Hein. Donc si on demande le volume du tétraèdre avec des arêtes toutes égales et de longueur 2, donc c'est toujours un tétraèdre régulier, mais avec des arêtes 2 fois plus grandes, on va trouver cette valeur-là, hein, qui correspond à toujours racine de 2 sur 12 multiplié par 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Est-ce que vous trouvez normal que quand on multiplie par 2 la longueur d'une arête, ça multiplie par 8 son volume? Il y a une certaine logique. Hein. Si vous regardez le cube, si vous avez un cube et vous multipliez par 2 la longueur de ses arêtes, vous pouvez mettre combien du premier cube dans le deuxième? Vous pouvez en mettre 8. Hein. D'accord? Bon, donc c'est pas si extraordinaire que ça. Question subsidiaire. Bon, après on verra après, ça c'est pour les tests en fait. Donc on vous demande une définition, et a priori est-ce que vous demandez les tests ou pas? Parce qu'on vous les donne, on les fera quand même. Donc question subsidiaire, hop.
Bon, avant la question subsidiaire, on va déjà écrire, j'ai déjà commencé à écrire juste le def volume underscore tétraèdre, parce que je suis sûr que ça va commencer comme ça. Évidemment, vous avez écrit des trucs aussi sur votre cahier. Est-ce que tu es sûr que c'est des entiers qu'il faut en entrée? Parce que c'est pas trop restrictif. Bah, prends combien de paramètres? 6. Qui sont de quel type? Des floats, oui. Alors dans les deux exemples, il n'y avait que des entiers. Dans les deux exemples qu'on vous a donnés, c'était que des entiers, mais c'était pour le tétraèdre, un tétraèdre régulier. Mais un tétraèdre régulier, il peut très bien avoir des valeurs qui ne sont pas entières, hein, comme longueur d'arête. Et il vaut mieux pas mettre que des int parce que ça, quand même, ça limite sacrément le nombre de tétraèdres possibles. Hein. D'accord? À mon avis, avec que des entiers, vous pouvez faire que les tétraèdres réguliers et puis tout le reste, c'est impossible. Hein. Parce qu'évidemment, il faut que les valeurs de A, B, C, D, E, F soient telles que ça forme vraiment un tétraèdre régulier. Donc, on va prendre des floats. Alors, ces floats-là, ils s'appellent, on va prendre les mêmes valeurs, enfin les mêmes noms de variables que dans l'énoncé. A, c'est un float. B, c'est un float. C, un float aussi. D, float. E, float. Et F, float. Donc, je vais écrire la ligne comme ça parce que j'ai pas la place. Et 2 points, float. Hein, le volume, ça sera aussi un float. Alors, ma petite docstring, là, pour expliquer ce que ça fait, est-ce qu'il y a des préconditions? Oui. Alors, les préconditions. Alors, déjà que les longueurs des arêtes soient toutes supérieures à 0. Donc, on va écrire ça, précondition. Ça ira après avec l'autre précondition qu'on écrira, mais bon, voilà. Donc, on va le faire comme ça. A, est-ce que vous acceptez qu'il soit? Non. Alors, on va dire qu'il n'est pas dégénéré, donc on va que des mettre strictement. Sinon, ça risque de faire le D. Alors, A supérieur à 0 et B supérieur à 0 et C supérieur à 0 et, bon, j'ai passé la ligne parce que j'ai pas la place, D supérieur à 0 et E supérieur à 0 et F supérieur à 0. Bon. Pour l'instant, enfin, c'est vrai que dans les exercices du début, les préconditions ne sont pas super intéressantes. Hein, mais quand on va avancer dans le semestre, on aura des conditions qui seront peut-être plus courtes à écrire, mais dans lesquelles il y aura un peu plus de réflexion avant de les écrire. Est-ce qu'il y a une autre précondition? Ouais. Oui, il faut que ça fasse un tétraèdre. Hein. Parce que si ça fait pas un tétraèdre, quand même, si vous regardez l'énoncé là, là-dedans il y a quand même des racines carrées avec des machins qui sont là. Si vous faites pas gaffe là, si Q est un petit peu grand, a priori, alors j'ai pas vérifié, j'ai pas de preuve mathématique comme quoi ce machin, le truc qui est sous la racine est tout le temps positif. Hein. Mais après la formule elle marche pour les tétraèdres. Mais si vous avez un truc qui n'est pas les valeurs de longueur ici qui ne forment pas un vrai tétraèdre, je pense qu'il y a un risque que le machin sous la racine carrée. Enfin, de toute façon, ça donnera n'importe quoi. La fonction n'est pas faite pour calculer ça. Elle vous donnera peut-être un nombre qui veut rien dire, ou bien carrément une erreur parce que il va essayer de faire une racine carrée d'un nombre négatif. Donc, vous l'aviez peut-être déjà vu dans le cours là. Alors, je sais pas si dans votre cours on vous l'a fait comme ça, mais dans le livre c'est comme ça. Il y a l'aire d'un triangle. Et l'aire d'un triangle, il faut évidemment que les trois valeurs forment un triangle. Et là, on pourrait dire aussi la même chose, quoi. On pourrait dire chaque face ici, ABD doit être un triangle, BCE doit être un triangle, etc., etc. Que ces machins-là soient des triangles qui sont, qui existent. Parce que je vous ferai, si vous me regardez un peu bizarrement là, mais le problème si vous avez, ça c'est un des côtés du triangle, il fait cette longueur-là. Le deuxième, il fait cette longueur-là. Et que le troisième, vous décidez qu'il fait cette longueur-là. Bah, vous aurez beau les bouger là, essayer de les déplacer comme ça et lui comme ça, vous n'arriverez jamais à joindre les deux bouts là.
D'accord? Donc toutes les valeurs sont pas autorisées pour former des vrais triangles. Et donc c'est pareil pour le tétraèdre. Hein. Parce que pour le tétraèdre, il est formé lui-même de triangles, hein, et donc il faut que ça marche aussi. Donc on va écrire ça de manière pas trop compliquée. Bon, en général, il faut éviter. Hein, vaut mieux écrire les préconditions comme au-dessus de manière booléenne. Ici, on va pas s'embêter. On va écrire A, B, C, D, E, F. Constitue des longueurs d'arête d'un tétraèdre existant. Vous pouvez dire ça avec vos propres mots. Bon, en général, c'est assez rare qu'on écrive les préconditions avec une phrase comme ça, mais bon, là, on va dire ça comme ça. Et puis, après, ce que fait la fonction, je l'écris pas, hein, parce que comme je l'ai dit, en contrôle, on vous le demandera jamais, parce que c'est déjà dans l'énoncé. Hein. Parce que là, on vous a déjà dit écrire une fonction qui s'appelle volume tétraèdre, qui calcule le volume, donc c'est déjà dans l'énoncé. Le but ici, c'est pas de recopier des énoncés, donc après, dans tous les contrôles, vous arrêtez là, hein, vous arrêtez aux préconditions et vous écrivez jamais retourne, je sais pas quoi. À moins qu'on vous le demande, mais on vous le demandera jamais. Alors, c'est parti. Donc, par rapport aux formules qui sont là. Donc, la machine, il va falloir lui donner des ordres dans un certain ordre, c'est le cas de le dire. Donc, qu'est-ce qu'on calcule en premier? Bon, le but à la fin, c'est d'avoir V. Voilà, on est obligé de calculer, parce qu'au début, on n'a que A, B, C, D, E, F, et les seules choses qu'on peut calculer, c'est X, Y et Z, donc ces trois-là dans n'importe quel ordre. Et une fois qu'on aura X, Y et Z, à ce moment-là, là, on pourra calculer P, Q et R. Et une fois que on les aura, à ce moment-là, on pourrait calculer le volume ou directement le retourner. Donc, on va commencer par X, Y et Z. A, B, B, C, A, C. Donc, c'est parti. P, quel type? Float. Je l'initialise immédiatement avec l'expression qui est donnée dans l'énoncé. C'est A carré. Non, ou A plus B. Il faut que j'ai l'énoncé sous les yeux. A... Non, il n'y a pas de 4. Ah, parce que oui, mais je me contredis là, je suis en train de calculer P en premier alors que j'ai pas toutes les valeurs. C'est X d'abord, oui. J'essaie de faire de mémoire, mais c'est pas bon. Donc on commence par calculer X, c'est A carré plus B carré moins D carré. Alors, X, donc type float, ils seront tous float, hein, égale A carré plus B carré moins D au carré. De la même manière, je vais calculer Y et Z. Donc tous les deux, c'est des floats. Alors lui, c'est B carré plus C carré moins E carré. Et l'autre, c'est A carré plus C carré moins F carré. Oui. Comment ça, étoile, étoile, étoile? Ah! Ah oui, non, je fais n'importe quoi. Oui. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc on efface tout et on recommence. Bon, hop. Bon, comment on écrit A carré alors? Donc si tu m'as suggéré correctement que pour faire A carré, c'est A, étoile, étoile, 2. Bon, on peut faire plus court en fait. On peut ici écrire à fois. Hein. Je vais faire ici, parce que moi j'ai pas beaucoup de place. Et c'est aussi correct. Hein. B fois B, D fois D. Bon, bah dans le chat, il n'y a personne qui a dit qu'il y avait un problème. Vous suivez pas trop, a priori. Alors, on continue. Donc B au carré plus C au carré moins E au carré. Ensuite, le Z, c'est A au carré plus C, j'ai bien C ici,
parce que j'ai fait 2. J'ai fait n'importe quoi. Je fais même pas de... A au carré plus C au carré moins F au carré. Là, on est a priori bon. Voilà. Donc maintenant, X, Y et Z, là, ils sont calculés. Oui. C'est une déclaration, initialisation. Les deux en un. Je déclare la partie X de point float, c'est la déclaration. Et la partie X égale A carré plus B carré moins D carré, ça, c'est l'affectation, la première affectation, donc l'initialisation. Donc maintenant que j'ai X, Y et Z, je peux m'attaquer à P, Q et R. Donc c'est parti. P, c'est un float. Et il vaut 4 fois A au carré, B carré, C carré. Bon alors pour changer, je vais mettre des étoiles 2 là. C'est un peu plus long. Bon. Et je mets des parenthèses ici. N'hésitez pas à mettre des parenthèses si vous n'êtes pas sûr des priorités des opérateurs. A priori, la puissance est prioritaire sur la multiplication. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous mettez des parenthèses, comme ça vous êtes tranquille. Hein. C'est jamais faux de mettre des parenthèses inutiles pour être tranquille. N'oubliez jamais d'écrire les étoiles pour dire que vous avez des multiplications. Vous ne pouvez pas les omettre. Vous ne pouvez pas écrire parenthèse, machin, hop, facteur de, comme ça. Ça, vous ne pouvez jamais l'écrire. Il faut toujours écrire une étoile entre les deux pour les multiplications si vous avez des expressions parenthésées comme ça. Hop. Donc après, c'était A carré, B carré, C carré. J'essaie d'effacer ça, il est un peu lent. Hop. Fois B carré, fois C au carré. Donc ça, c'était pour P. Pour Q, il vaut A au carré, Y au carré. Bon, alors en fait, j'aurais pu faire des économies. On va aller voir juste après. A au carré, Y au carré. Bon, je vais remettre à fois Y, Y. Ensuite, B carré, Z carré. Plus B carré. Pourquoi je l'aurais écrit comme ça? C'est trop long. B carré, c'est un B. B carré, Z carré. Et C carré, X carré. C carré, X carré. Voilà, et le dernier, X, Y, Z pour R. R, float. X fois Y fois Z. N'oubliez pas les fois. Donc maintenant qu'on a tout ce beau monde, il ne reste plus qu'à calculer la dernière expression qui est V, mais on pourrait déclarer une variable V, mais comme c'est la dernière chose qu'on va utiliser, autant la retourner directement. Return. Alors V, on nous dit que c'est math SQRT. Donc racine carrée. SQRT square root, c'est sur votre carte de référence. De P moins Q plus R. P moins Q plus R. Pardon? Et multiplié par 1/12. Donc le tout divisé par 12. Bon, alors j'ai dit il n'y a pas très longtemps, là, on aurait pu faire un peu d'économie, parce qu'il reste encore des calculs qu'on fait plusieurs fois. C'est lesquels? Si vous regardez bien. Il y a A carré, B carré et C carré, on les calcule. Le A carré, on le calcule 3 fois ici. Donc on aurait très bien pu déclarer une variable A2 qui vaut A au carré et réutiliser cette variable A2 ensuite dans la... Mais bon, ça aurait fait plus long à écrire dans la fonction, quoi. Donc là, ça priori, c'est tout à fait juste d'écrire ça comme ça. On a bien suivi l'énoncé, a priori, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous demandait ensuite?
Question 2. Ok. Vous avez noté ça ou pas? Non, mais il y en a qui n'ont pas tout à fait terminé. Mais sinon, c'est un exercice. Non, celui-là n'est pas corrigé. Mais bon, c'est juste la traduction des formules de maths hein, directement en expression Python. Alors, dans la question 2, on vous demande d'écrire volume tétraèdre régulier. Alors, donc si le volume, si le tétraèdre est régulier, ça veut dire que A, B, C, D, E et F sont tous égaux. Et donc, pour calculer le volume d'un tétraèdre régulier, on a besoin d'une fonction qui prend combien de paramètres? Un seul, hein, qui est la longueur commune à toutes les arêtes, hein, aux 6 arêtes. Donc, un seul paramètre qui est la longueur commune à toutes les arêtes, et le résultat, ce sera aussi un. Donc, ce paramètre-là sera de type float, et ça renverra aussi un float. Là, on est sûr que c'est toujours un tétraèdre régulier, du coup. Et c'est quoi le volume d'un tétraèdre régulier, du coup? À votre avis? Non. Puis ça serait pas homogène du point de vue physique. Alors, il y a du 1/2. Non, mais pour les premiers côtés, il y en a 6. Hein, et puis racine carrée d'un truc à la puissance 6, ça fait le truc à la puissance 3. Mais, bon, de toute façon, vous aviez déjà un peu les. Là, on vous le dit. Hein. Par exemple, pour un tétraèdre régulier de longueur 1, la réponse est racine de 2 sur 12. Et quand il est de la longueur commune est 2, c'est racine de 2 sur 12 fois. Ça, c'est 2 au cube. Donc, vous pouvez pas inférer la formule là. Pour un tétraèdre quelconque avec x. Si l'arête, elle est de longueur x. Le volume, ça sera. Vous avez un exemple avec une arête de longueur 1 et une arête de longueur 2. Vous pouvez pas. Ouais. Racine de 2 sur 12 fois x à la puissance 3. Donc, vous pouvez inférer cette formule-là. Comment on peut la vérifier? Voilà, on part de la formule de l'air, là, qui est ici. On remplace avec A, B, C et D qui sont tous de la même longueur. Donc, si je dis que. On va le faire peut-être ici. Donc, si A égale B égale C égale D égale E égale F égale X, ça, pourquoi je l'ai appelé X? Ouais, bon, je vais l'appeler W. Bon, on va l'appeler W là juste pour notre exemple ici. Donc là, pour lui, là, ça fait combien? X, il vaudra, si W est la longueur commune, ça c'est égal à. Ah, il vaut W. Oui, donc on me dit W carré. Lui, il vaut W carré aussi, et lui, il vaut W carré aussi. Alors, si je passe à E maintenant, c'est parti. Lui, ça vaut. Alors, 4 fois W puissance 6. Hein, W au carré fois W au carré, j'additionne les puissances. Hein. Lui, donc à chaque fois, oui, on a déjà vu XY. Donc A au carré, ça va faire W carré, et Y au carré, Y il vaut W. Y là, au carré, ça serait W4, et W carré fois W4, ça devient W6. Là, c'est pareil, donc on en a 3, 3W6. C'est ce qu'on m'a dit, et c'est correct. Et x fois y fois z, bah x c'est W carré, W carré, W carré. Le produit de ces trois trucs, c'est W puissance 6.
Donc maintenant, si je remplace là-dedans, là, lui, il est égal à 1/12e. Alors, ça fait faire P, donc 4W puissance 6 moins Q moins 3, il ne reste plus qu'un W puissance 6, plus R, donc W puissance 6 plus W puissance 6, il y en a maintenant 2. Donc racine de 2W6, donc c'est bien 1 demi, racine de 2, et racine de W puissance 6, il reste W puissance 3. D'accord? Donc c'est bien la formule qu'on a devinée. Donc c'est parti, on va l'écrire. Volume underscore θhead underscore régulier. Donc on m'a dit ça ne prenait qu'un seul paramètre qui est de type float. Bon, je vais l'appeler W parce que je l'avais appelé dans mon exemple, je l'ai appelé W. W2.float et petite flèche, ça renvoie toujours un float. Alors, précondition. Qu'est-ce que vous me proposez? Ouais, W supérieur à 0. D'accord? Et on est sûr que c'est un tétraèdre. Hein, donc, il n'y a plus besoin d'écrire maintenant que ça doit former un tétraèdre régulier parce que c'est forcément un tétraèdre. Ça marche, hein, ça existe les tétraèdres réguliers. Il y a d'autres volumes qui n'existent pas en régulier, mais celui-là, il existe. Et donc, directement, return racine de 2 mat.sqrt de 2 sur 12 fois W à la puissance 3. Donc on peut s'écrire W ou W fois W fois W. Donc là, il va bien faire les opérations dans l'ordre. Hein. Vous ne vous laissez pas abuser par la notation. Hein. Là, les W fois W fois W sont numérateurs. Hein. Parce qu'il calcule ça en premier, ensuite il le divise par 12. Après, ce calcul est terminé. Et ensuite, il le multiplie par W, et le résultat, il le multiplie par W, et le résultat, il le multiplie par W. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à mettre des parenthèses inutiles ici. Hein. Ouais. Alors, on me dit, est-ce qu'on peut faire 1 sur 12, 1 divisé 12, et ensuite multiplié par mat SQRT de 2? Oui, tout à fait, ça marche. Il y a la même la priorité entre le divisé et le multiplié sont les mêmes, donc il fait les opérations dans l'ordre où on les écrit. Mais je vous dis toujours, si vous avez un doute, n'hésitez pas, vous mettez des parenthèses, et puis vous êtes tranquille. Donc, c'est tout ce qu'on voulait. Si on doit faire le jeu de test, hein, alors, tout à l'heure, on m'avait dit, oui, le jeu de test, il manque. Là, bon, on va quand même faire un jeu de test pour on va revenir. Est-ce qu'on avait la place pour lui? Bon, on peut faire un jeu de test pour lui, au moins écrire, au moins un test, je vais écrire, puis on fera pareil pour l'autre. Donc, parmi les valeurs qui avaient été données, je ne vais pas faire la question subsidiaire, hein, où on doit réfléchir à un volume de tétraèdre particulier pour faire un test. Bon, c'est plus des maths que de l'informatique, donc. Alors, assert. Donc, vous avez vu dans l'énoncé, quand vous demandez de calculer le volume du tétraèdre, là, si on demandait volume tétraèdre de 1, 1, 1, 1, 1, 1, on doit trouver normalement, le volume de ce tétraèdre, c'est racine de 2 sur 12. Et on vous a montré dans les exemples qu'on calcule le volume tétraèdre avec tous ces 1 là, on obtient une certaine valeur, et puis quand on calcule la racine de 2 sur 12, on obtient une valeur qui est proche, qui est très très proche, mais qui n'est pas tout à fait la même. Quoi. Donc ça, c'est dû au fait que si vous faites en float, ils ont une précision limitée, et si vous ne faites pas les calculs forcément dans le même ordre, même si mathématiquement ils sont égaux, bah des fois il y a des erreurs d'approximation qui ne sont pas les mêmes, et donc à la fin vous n'avez pas tout à fait les mêmes valeurs. Donc en fait, moi je voudrais que ces deux
tester quand même une espèce d'égalité, quand même essayer de faire des asserts pour voir si c'est bon. Et là, c'est là que je vous proposais en fait d'utiliser l'exercice précédent, qui était ici, là, on vous disait, bon, alors, pas le volume du thermomètre, dans mesure fiable, ici, l'exercice précédent, on vous disait donner la définition du prédicat égal epsilon qui teste l'égalité de deux nombres x1 et x2 à epsilon près. D'accord? Donc ça va résoudre notre problème d'erreur d'approximation, hein, parce que s'ils sont égaux. Alors le epsilon, en général, c'est un nombre qui est assez petit, on va dire à 10 puissance moins 10 près, par exemple. Donc si ils sont égaux à 10 puissance moins 10 près, on considérera que là, certes, il est bon, quoi, que notre test est passé. Donc cette fonction égale epsilon ici, qui teste l'égalité de deux nombres x1 et x2 à epsilon près, elle prend combien d'arguments? Alors 2, on me dit 3 ici. Est-ce que tu penses toujours 2? Donc tu penses que c'est x1 et x2. Et toi, tu penses qu'il y a un troisième qui est epsilon, ouais. On peut lui donner le epsilon aussi, parce qu'on n'aurait pas forcément envie de faire toujours les mêmes précisions de test, hein. Donc on lui donne une valeur, une deuxième valeur, une valeur pour epsilon, et elle va nous répondre. Alors c'est ça qu'on dit un prédicat. Vous savez ce que c'est qu'un prédicat? Vous allez le rencontrer souvent peut-être dans des énoncés. Donc c'est peut-être un nouveau mot de vocabulaire. Quand on vous parle de prédicat, là, dans ce cours, c'est juste une fonction dont le type de retour, c'est bool. D'accord? Parmi toutes les fonctions, il y en a qui renvoient des floats, il y en a qui renvoient des int, il y en a qui renvoient des booléens, bool. Bah, parmi toutes les fonctions, celles qui renvoient des booles, on les appelle aussi des prédicats. C'est synonyme de fonction qui renvoie un bool. D'accord? Donc si vous rencontrez ça, n'ayez pas peur, c'est juste fonction qui renvoie un booléen. Donc dès que vous voyez prédicat, en plus, vous avez tout de suite que ces petites flèches boules derrière le nom de la fonction. Donc on va supposer qu'elle existe déjà, cette fonction. Tiens, pour tout à l'heure, là, ce que tu me disais, epsilon également passé en paramètre. Si on l'énonçait bien jusqu'au bout, on ne peut pas se tromper. Donc on suppose qu'elle est déjà écrite, cette fonction, et qu'elle fonctionne bien. Et on va l'utiliser justement pour faire notre test. Alors, elle prend trois paramètres. Alors, comme premier paramètre, je vais déjà donner le volume tétraèdre de ça. Donc ça, ça va être un flottant qui va être le calcul du volume du tétraèdre par la fonction. Virgule, je vais donner un deuxième paramètre qui est la valeur attendue, c'est mat SQRT de 2 sur 12. Voilà. Je voudrais que ça et ça soient égaux à combien? On va mettre 10 puissance moins 10 près. Moins 2, c'est pas beaucoup, hein. Bon, mais bon, c'est juste pour l'exemple. À 10 puissance. Alors, j'ai peur beaucoup de place. Je vais me mettre comme ça. 10 puissance moins 10 près. Et j'appelle la fonction qui s'appelle égale eps. C'est ça? Voilà. J'ouvre une parenthèse et je la ferme ici. D'accord? Ma fonction égale eps, le prédicat égale eps, donc ça va bien renvoyer un booléen du coup, égale eps, elle prend en premier paramètre une valeur, qui sera la valeur renvoyée par cette fonction, une deuxième valeur, qui est racine de 2 sur 12, je voudrais que ça soit égal à ça, et troisième paramètre c'est le epsilon, 10 puissance moins 10 par exemple. Voilà. Et donc on pourrait tester comme ça nos égalités, et ça va arriver tout le temps dès que vous avez des flottants. Tester l'égalité, quand vous avez des flottants, mettre des égales, en général, ça peut être parfois un peu suspect. Ça va, j'espère que c'est lisible, sinon vous me demandez, hein. Oui. Oui, oui, c'est une virgule, parce que c'est les trois paramètres de égal eps. Donc il y a deux virgules, une pour le premier paramètre, une pour le deuxième, une pour le troisième. Oui. L'epsilon, bah, je l'ai écrit penché ici, c'est 10 étoile étoile, entre parenthèses moins 10, pour 10 puissance moins 10. Je peux le réécrire ici. Hein. J'ai écrit 10 étoile étoile, entre parenthèses moins 10, ça fait 10 puissance moins 10. C'est bon? Oui.
Pourquoi c'est dans le jeu de test? Bah, il faut faire un jeu de test. Il faut faire un jeu de test, mais je dis, peut-être que le premier jeu de test auquel tu as pensé, c'est volume tétraèdre 1, 1, 1, 1, égal, math SQRT de 2 sur 12. Mais le problème, c'est que volume tétraèdre de 1, 1, 1, 1, ça fait cette valeur-là. Et si tu mets égal, math SQRT de 2 sur 2, ce qui donne cette valeur-là, qu'est-ce qu'il va te répondre? Bah, false, parce qu'ils sont pas égaux, en fait. Mathématiquement, ils devraient être égaux, mais là, il y a des erreurs. Donc, il dira false. Et donc, ton test, il va pas passer. Mais sur Python, il sera pas content. Donc, c'est pour ça que je pourrais utiliser une fonction du type, voilà, égal à epsilon près, pour que il ne regarde qu'un certain nombre de chiffres après la virgule, et décide quand même que les choses sont égales, quoi. C'est bon? Oui? Je suppose que cette fonction est donnée, quoi. D'accord? Mais en général, de toute façon, vous n'avez pas à apprendre par cœur qu'une fonction égale epsilon. Vous suivez les énoncés des exercices, et puis s'ils vous demandent un truc comme ça, à ce moment-là, ils introduiront cette fonction égale epsilon. Mais enfin, il y a peu de chances que ça arrive, hein. Mais pensez effectivement que pour les flottants, en général, il n'y a pas vraiment des tests avec égal, quoi. C'est vraiment tomber pile dessus avec les calculs et ça marche pas forcément. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer ça. Alors, on va faire manipulation de booléens maintenant. Donc, cet exercice a pour but de définir des fonctions sur des booléens. Alors, peut-être je vais avancer. Voilà. Donc, attention, le truc très important, c'est sans utiliser les opérateurs logiques, machin chouette. Donc, c'est un exercice, hein. Dans cet exercice, on s'interdit de les utiliser. Juste pour cet exercice. Parce qu'on va essayer de les redéfinir nous-mêmes. Ces trois prédicats. Alors, on va les redéfinir, on va leur donner d'autres noms, hein, parce qu'on ne peut pas réutiliser des noms qui existent déjà. Donc, on va les appeler ou, et non. Et on va essayer de les réécrire. Et les spécifications, vous allez voir, bah, ça ressemble pas mal à ce qu'on fait déjà. Salutations, Mister Boulet. Il y a quelqu'un qui apparaît dans le chat. Hein. Donc ces trois fonctions-là, donc on vous a déjà donné le début. Donc ou ça prend deux booléens P et Q et ça renvoie la même chose que P or Q, mais on n'a pas le droit d'utiliser le or. À vous de trouver une technique pour le faire sans le or. Pour le E, c'est pareil. Ça prend P et Q et ça devrait renvoyer la même chose que P1 de Q. Enfin, on verra après presque la même chose. Hein. Et pour le non, c'est pareil. Et après, vous avez des exemples. Ou de true et false, ça fait true. Et est-ce que ça donne la même chose que true or false? Hein, si on avait le droit à l'opérateur or, on l'écrirait comme ça, true or false. Et true or false, ça vaut combien? Si je le calcule, c'est true. Un ou est vrai si le premier est vrai ou le deuxième est vrai. Donc là, le premier est vrai ou le deuxième est vrai, mais si le premier est vrai, c'est bon. Et pour le et, c'est un et il est vrai si le premier est vrai et aussi le deuxième est vrai. Oui, question. Le but de l'exercice, c'est d'écrire ces trois fonctions-là. Ça va. Bon. Et je veux que quand je lui demande ou de true et de false, il me fait le même résultat que si je lui avais demandé true or false. Donc on s'interdit d'utiliser or, and et not pour écrire le contenu de ces fonctions-là, parce qu'on n'a pas encore écrit le contenu là. On s'interdit de les utiliser, mais on veut qu'elles fassent la même chose que les opérateurs or, and et not, et ces fonctions-là doivent imiter ces opérateurs. Évidemment, comme c'est des fonctions, ça ne s'écrit pas tout à fait pareil. Or, là, il est au milieu entre les deux opérandes qui sont les deux booléens de chaque côté. Là, comme ou c'est une fonction, on est obligé d'écrire ça comme ça. Hein, c'est une fonction classique, hein, avec on écrit les paramètres séparés par des virgules. Ça va?
Donc on est parti, hein, on va commencer par le ou. Une fois qu'on aura fait le ou, je pense que vous allez comprendre un peu plus facilement comment faire le et le non. Quoi qu'on peut, on va commencer par le nom, parce que le nom, il est quand même assez simple, hein. Le non, ça fait la négation. Donc def, ça fait la même chose que, ça doit faire la même chose que le not. Donc def non, ça prend un booléen, donc bool, j'ai encore oublié, ils avaient dit de l'appeler comment le paramètre p. Allez, c'est parti. P, un booléen, ça renvoie un booléen. Deux points. Donc là, moi, j'ai pas besoin d'écrire la docstring, il n'y a pas besoin de l'écrire, hein, elle est déjà écrite de toute façon. Voilà, on va écrire ce que ça fait. Je vais tout de suite écrire les asserts. Alors, il y a combien de possibilités en fait? Deux. J'ai même. Donc, comme paramètre, comme P c'est un booléen, il n'y a que deux possibilités. Possibilité avec vrai, possibilité avec faux, hein. Il n'y a pas d'autre valeur. Donc, on va tester nom de true et nom de false. Et on veut que ça soit nom de true, on veut que ça soit égal à. Tu veux que ça soit faux? T'es sérieux? Oui, t'as raison. Faut pas hésiter, faut pas douter de soi-même. Et nom de false, on veut qu'il soit. Faut qu'il soit égal à true. Bon. Mais j'ai pas compris tout court, c'est un peu court, hein. Bah, je veux que quand je calcule nom de true, que ce machin-là, il me dise false. Parce que c'est ce que ferait not. Parce que si je demande not true, ça vaut combien ça? Ça vaut false. Donc je veux que le nom il limite le not, et donc il me réponde false. Et quand je demande nom de false, je veux qu'il me réponde true. Parce que voilà. X, on va faire ça. X, non X, vrai, faux, faux, vrai. Voilà. Ça c'est la table des vérités du nom. Vous avez déjà vu les tables de vérité. Donc voilà, je veux que ça marche comme ça. Après, je ferai des petites remarques sur mes tests ici. Donc, comment vous écrivez ici? Alors, évidemment, ce qui est interdit là, je vais écrire en rouge, ce qui est interdit de faire, c'est d'écrire return not p. Pourquoi ça c'est interdit? Parce que ça veut dire que vous n'avez rien compris à l'exercice dans lequel on vous a dit que vous n'avez pas le droit d'utiliser le not. Donc, on n'a pas le droit d'écrire ça. Donc, il faut trouver une autre ruse. Et c'est toujours un peu comme ça, c'est que en programmation, si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il y a forcément peut-être une autre manière de le faire. Il suffit d'avoir une petite idée. Oui. Oui, on peut utiliser les if et les else, mais ce n'est pas interdit. Donc tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors, tu me proposes if. Alors, if. Alors, oui, après, on va corriger. P égale true. Alors. Non, mais il n'y a pas d'assert là. Là, on est en train d'écrire la fonction. Là. Non, ça n'écrit pas, non. Ça return, oui. Return quoi? False. Else. Return true. Qu'est-ce que vous pensez de P égale true? Ouais. C'est la même chose que si P tout seul. Parce que si P là, s'il vaut true, après il va calculer true égale true, et true égale true, c'est true. Donc quand P vaut true, ça, quand il le calcule, il va trouver true. Et quand P vaut false, il va faire false égale true, et ça c'est false. Donc quand P vaut false, toute l'expression ici vaut false. Donc je récapitule. Quand P vaut true, toute l'expression ici vaut true.
Et quand P vaut false, toute l'expression ici vaut false. Donc toute l'expression, elle a exactement la même valeur que P tout seul. D'accord? Et donc, on va corriger. J'enlève ce égal true. Et je remets les 2 points ici, là. Voilà. Et vous serez sanctionné dans les interros si vous écrivez P égale true. Alors que P tout seul, ça marche. Donc, n'écrivez jamais if P égale true, écrivez toujours if P. Ou if une expression égale true, écrivez directement if l'expression. Hein, parce que on vient de montrer que ça revient au même. Quand vous avez return, voilà. Après return true et return false, on verra après qu'on peut raffiner ici. Si on a droit aux notes, hein, à ce moment-là, on aurait répondu note directement. D'accord? Donc, ayez conscience que vous pouvez perdre quelques points si vous écrivez des choses un peu redondantes comme ça, du genre égal true. Ok, donc vous avez vu un peu près le système ici. Donc avec non qui était la plus simple. Et maintenant, on va pouvoir du coup faire on va commencer par c'était quoi le premier? Bon, on va les remettre dans l'ordre. Je vais faire le ou maintenant. Oui, ta question? Pourquoi? Est-ce que donc tu te souviens que j'ai fait une explication? Parce qu'avant, il y avait écrit P égale true. Donc, en fait, P peut prendre deux valeurs, true ou false. Donc, s'il est true, je le remplace par true. L'expression devient ça, et elle vaut true égale true, c'est true. Et si P vaut false, l'expression devient false égale true, et false égale true, ça vaut, bah c'est faux, hein. Donc false. Donc en fait là, je récapitule, là, si je remplace dans cette expression-là, si je remplace P par true, je trouve true, et si je remplace P par false, je trouve false. Donc l'expression ici, elle vaut true quand P vaut true, elle vaut false quand P vaut false. Donc l'expression qui est écrite ici, elle a toujours la même valeur que P. Est-ce que tu es d'accord que quand je remplace P par true, tout ça, ça vaut true? Donc quand P vaut true, tout ça, ça vaut true. Si je remplace P par false, combien ça vaut cette expression? On vient de le voir ici, ça vaut false aussi. Donc quand P vaut false, toute l'expression ici vaut false. Donc est-ce qu'on peut être d'accord que cette expression-là a la même valeur que P? Donc si cette expression-là, elle est toujours la même chose que P, bah, autant écrire P tout seul. D'accord? Alors, pendant ce temps-là, essayez d'écrire la fonction OU. Bon, j'efface tous ces trucs-là. Donc, il faut trouver une astuce, quoi. Mais bon, essayez de voir avec votre if, là, si vous avez trouvé quelque chose, et puis je vais passer dans les rangs pour voir un peu. Alors... Ça, je dois compléter un petit peu. Donc, ça prend un P booléen et un Q booléen. Et ça renvoie un booléen. Donc, P ou Q est vrai, si P est vrai, ou Q est vrai. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé quelque chose? Pas encore. Bon, alors j'attends encore un petit peu. Ouais, je peux regarder. Alors, il est où? Ouais, mais alors ça, cette écriture P virgule Q égale, n'invente jamais de la syntaxe, quoi.
Ah non, mais tu sais des choses qui sont autorisées. C'est des choses que j'ai déjà écrites au tableau, que tu as déjà vu quelque part. Tu te limites à ça. Tu n'inventes rien d'autre, quoi. Tu te limites à ce qu'il y a sur ta carte de référence, quoi. D'accord? Et avec ça, ça suffit. Il suffit de juste les agencer correctement, quoi. Donc, si tu veux, ce que tu voulais écrire ici, tu vois le sens que ça a et essaye de le décomposer en utilisant des opérateurs qui existent déjà, quoi. Donc, le égal égal, tu l'avais peut-être déjà, quoi. Quelqu'un a trouvé ou pas? Alors, j'ai une proposition. Donc, c'est un if, j'imagine. Ok. Bon, alors, j'écris pas la docstring, hein, parce qu'évidemment, elle est différente. Alors, tu commences à tester qui? Alors, if P. Donc, on va regarder. Alors, if P, hein, souvenez-vous, hein, quand on a juste un truc tout seul comme ça, c'est sous-entendu égal égal true. On vient de démontrer juste avant. Donc, si P est vrai, alors si P est vrai, dans un OU, effectivement, si le premier truc est vrai, c'est même pas la peine de regarder le deuxième, on sait que, a priori, c'est vrai. Si j'écris ici la table de vérité P, Q, P et Q, la table de vérité, faux, 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 vrai, vrai, faux, vrai, vrai. Donc si les deux sont faux, P, alors c'est le OU qu'on est en train de faire. Pardon. Donc c'est le OU. J'ai peut-être pas l'écrire. Vous connaissez cette notation ou pas? Avec les. Ouais, ok, on va faire différemment. Je vais écrire P or Q. P ou Q. Donc là, vrai, faux et tout ça. Donc c'est l'équivalent des true et des false. Donc P ou Q, il vaut faux si les deux sont faux, et dans tous les autres cas, ça vaut vrai. C'est ça sa table de vérité. Donc en fait, si je regarde ici P, s'il est déjà vrai, P, le résultat est toujours vrai. C'est même pas la peine de regarder le Q. Il suffit qu'un des deux soit vrai, et en particulier le premier, pour que tout soit vrai. Donc si P est vrai directement, comme on m'a dit, return true. Sinon, ça veut dire que P est faux. Et si P est faux, à ce moment-là, ça dépend du coup de Q. Si Q est vrai, bah, le OU sera vrai. Et si Q est faux, le OU sera faux. Donc je renvoie Q. Bon, alors maintenant que vous avez vu ça, je pense que vous êtes parés pour faire le et. Maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous n'avez pas d'idées. Hein. Les idées, elles sont déjà maintenant sur le tableau. Non, faut juste. Alors, pour avoir un et, la seule possibilité pour un et pour qu'il soit vrai, c'est que les deux soient vrais. Et c'est quoi l'équivalent? Parce que pour le ou, on avait dit, si le premier est vrai, c'est même pas la peine de regarder le deuxième, on sait que c'est vrai. Il y a il y a un truc du même genre avec le et. Donc, on dit, c'est même pas la peine de regarder le reste. Si le premier est faux, c'est même pas la peine de regarder le reste. On sait que de toute façon, ça sera faux. Si je fais la table de vérité du et, P, Q, P et Q, faux, 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 vrai, vrai, faux, vrai, vrai. À chaque fois, il y a il n'y a que 4 possibilités hein, pour l'appel à cette fonction. Donc, la seule possibilité que pour P et Q soient vrais, c'est que les deux soient vrais. Dans tous les autres cas, c'est faux. Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Ouais. Alors, si P, sous-entendu, si P vaut true, hein, si P est vrai, alors s'il est vrai, à ce moment-là, il faut que Q soit vrai aussi. S'il est faux, si Q est vrai, le E sera vrai, et si Q est faux, le E sera faux.
Donc s'il est vrai, a priori, on renvoie Q. Sinon, ça veut dire que P est faux, donc return false. Alors, peut-être qu'il y en a qui remarquent, à la place de return false, on pourrait faire return. Non, sans le note. Non. Return P, ouais. Parce que là, on est dans le cas où P est faux. Donc, si P retourne Q, sinon retourne P. Et pareil pour le OU, en fait, là. Pour le OU, si P return, si P est vrai, ouais, si P retourne P, sinon retourne Q. Donc, du coup, on a un truc un peu plus symétrique. Donc, alors, si on doit tester ces fonctions-là, il faut faire tous les tests. Bon, je vais le faire pour le et, vous le ferez pour le ou, vous verrez que c'est à peu près le même. Donc, d'après, là, je vois ma table de vérité, il y a combien de tests à faire pour avoir un truc complet, un jeu de tests complet? Il y a combien de tests, combien d'asserts à faire? 4, oui. Donc, c'est parti pour les 4 asserts. Assert, et donc je vais les faire dans le même ordre que la table de vérité. False, false. Bon, ouais, bon, je vais les faire comme ça, mais j'ai une espèce de. Hop, on recommence. Assert, note de false, false. Assert de note de false, true. Assert de note de true, false. Et assert de true et true. D'accord? Là, je m'autorise le note, hein, parce que je suis dans les asserts. Hein. Dans l'énoncé, je dis on n'a pas le droit d'utiliser note dans l'exercice, mais bon, là, je fais juste les asserts pour bien vous montrer comment vous devez faire des asserts de prédicat. Donc, si on vous demande d'écrire un prédicat qui fait je ne sais pas quoi, qui teste qu'un nombre est pair, des choses comme ça, qui teste si un nombre est positif. Donc, si on vous demande d'écrire un prédicat comme ça, pour le tester, il ne faut pas écrire égal true ou égal false. Hein. D'accord? Mais nulle part dans un programme, vous écrivez des égal true et des égal false. Si vous écrivez, si vous avez envie d'écrire égal true, vous l'écrivez pas. Et ça revient au même. C'est ce que j'ai démontré tout à l'heure. Et si vous avez envie d'écrire égal false, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez un note devant. Et ça revient au même. D'accord? Donc n'écrivez jamais égal true. Vous entendez le supprimer. N'écrivez jamais égal false. Vous écrivez juste note devant. Donc comme je veux que ces trois-là, ils soient faux, les résultats de ces trois trucs-là, je veux qu'ils soient faux, faux et faux là. Comme je veux que ces trois trucs-là soient faux, je mets note devant. Parce que note d'un faux, c'est vrai. Donc le assert, il ne passe que quand le truc qui est derrière est vrai. Et par contre, le dernier, et de true, je veux qu'il soit vrai, donc j'écris juste et de true. D'accord? Et donc derrière un assert, il faut toujours un truc qui soit vrai. Enfin, pour que l'assert soit correct, il faut que ça revienne, tout calcul fait, à la fin, à assert true. C'est ça qui. Dès qu'il y a assert true, ça passe. Si ça insert avec un machin qui vaut false, ça passera pas, et Mr Python vous dit votre test n'est pas passé. D'accord? Alors, est-ce qu'il nous demandait d'autres choses? Oui. Regardez la suite. Donc le ou c'est fait. Alors, tous les cas possibles. Ensuite, que se passe-t-il si on évalue l'expression suivante? Donc là, on a un certain nombre d'expressions qui sont écrites ici. Qu'est-ce qui se passe? D'après les fonctions qu'on a écrites. Oui, je t'écoute. T'as pas fini de recopier? T'as pas compris quoi? Oui. Oui, et note de false, ça fait true, donc c'est bon. Parce que en fait, les asserts, pour qu'ils passent, il faut toujours que le calcul il soit true ici. Parce que si vous avez assert false, là, Mr Python va s'arrêter et va dire non, c'est pas bon, votre assert, il est pas bon. Pour que l'assert soit bon, il faut que ça calcule true.
Mais quand tu testes, par exemple, égal, dans un assert, bidule chouette égal 5, par exemple, parce que tu veux que ça vaille 5, bah, il calcule le égal 5, il trouve que c'est true, et là, il te dit, c'est bon, ton test, il est bon. Mais s'il trouve que l'égalité n'est pas bonne, il renvoie false, et donc assert false, c'est là qu'il va te dire que c'est pas bon. Alors, c'est parti. On va terminer vite fait là-dessus. Je pense qu'on n'aura pas le temps de faire implique ou exclusif, mais implique et ou exclusif, là, vous voyez, P implique Q, en bas, là, c'est équivalent à la négation de P ou Q. Donc vous verrez, c'est juste réécrire la fonction. Vous avez le droit de réutiliser les notes, le et, le ou et le non de tout à l'heure. Et si on dit négation de P, c'est non de P. Ou Q, bah, c'est ou. Je vais le faire vite fait ici. Hein. Ici, là, ce que vous devez retourner dans ce truc-là, là, c'est ou de. Négation de P, c'est non de P, virgule Q. D'accord. Vous avez le droit de réutiliser ce que vous avez déjà fait dans les questions précédentes. Bon, mais ça, on n'aura pas le temps de le corriger. Mais on va s'intéresser ici aux petits tests qui sont écrits là. Donc, d'après ce qu'on a écrit, hein, donc vous l'avez sous les yeux, hein, la définition de ou, tel qu'il est écrit sur votre cahier. Qu'est-ce qui se passe quand on lui donne ça? Ça, c'est bien pour bien vous faire montrer le mécanisme d'appel de fonction. Ça vaut combien, ça? Alors, tu me dis que ça fait true. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Alors, W bar avec 0, on dit que c'est une erreur. Okay. Bon. Alors, en fait, pour calculer un truc comme ça, la première chose qu'il va faire, Mister Python, quand on appelle une fonction, la première chose qu'il fait, c'est calculer les paramètres avant d'appeler la fonction. Donc, le premier paramètre, 3 égale 3, c'est true. Il calcule maintenant le deuxième paramètre. 5 division entière par 0 égale 2. Quand il essaye de calculer ça, ça fait une erreur. Et donc, il s'arrête là. Il dit, je ne peux pas diviser par 0. Donc, il n'a même pas eu le temps d'appeler le ou. Il a déjà dit qu'il y avait une erreur. Quelle est la différence avec l'évaluation de l'expression suivante? Alors, l'expression suivante, là, bah, on voyait que là, c'est un OR. Donc, c'est le OR de Mister Python. Et ça vaut combien, ça? Ça vaut true. Pourquoi? Parce que comment fonctionne le OR? Il commence par calculer le premier. 3 égale 3, c'est true, c'est vrai. Et donc là, Mister Python, il s'arrête. Et puis il dit, ok, c'est vrai. Il regarde même pas ce qu'il y a après. D'accord? C'est ce qu'on appelle, ici, c'est de l'évaluation paresseuse. Ou un court-circuit, ça s'appelle aussi. D'accord? Donc pour optimiser, pour que les programmes s'exécutent plus vite, dès qu'il y a un ou, bah, dès qu'il voit qu'il y a un moment dans une succession de ou, dès qu'il voit qu'un truc est vrai, bah, il s'arrête et il dit ok, c'est vrai. Par contre, si le premier avait été faux, bah, il serait allé voir le deuxième. Et puis si le deuxième est faux, il regarde le suivant. Il regarde s'il y a une succession de ou comme ça, il regarde le premier, le deuxième, etc. Jusqu'à ce qu'il en trouve un vrai. Et dès qu'il en trouve un vrai, il s'arrête. C'est comme ça qu'il fonctionne le OR. Mais évidemment, nous, notre fonction, elle ne fonctionne pas comme ça. Comme toutes les fonctions, avant d'être appelées, les paramètres, les expressions qui sont dans les paramètres sont toutes calculées avant de les envoyer à la fonction. Hein? Dites-vous bien, je le répète encore une fois, hein, jamais il envoie à votre fonction ou qu'on a écrit tout à l'heure, là, je ne sais plus où elle est, un peu avant, là, où la fonction est. Bon, la fonction où elle est où? Hop. Ma fonction ici, là, P et Q, c'est vraiment, c'est soit P, il vaut soit true, soit false, et Q, il vaut soit true, soit false. Jamais il envoie l'expression. L'expression, il la calcule avant. Et quand elle vaut true, bah, c'est le true qu'il va envoyer. Et quand elle vaut false, c'est le false qu'elle va envoyer. Oui, c'est quoi ta question? Ok, donc maintenant, même question pour l'expression ici. Ça va donner erreur aussi, parce qu'il y a une division par 0, là. Donc ça, c'est une erreur. Et celle-là,
Bah, 3 égale 4, c'est false, donc il va même pas voir plus loin, parce que comme dans un et, dès qu'il y a un truc faux, bah, de toute façon, comme tout doit être juste true, bah, s'il y en a un qui est false, bah, ça marche pas. Donc, enfin, ça marche pas. Si, ça fonctionne, mais il sait d'emblée que le résultat de ça, c'est false. D'accord? Donc après, on vous demande implique ou exclusif, mais on vous explique comment c'est écrit. Et après, dans la dernière question, on vous demande de faire équivalent. Bon, alors, soit équivalent, vous leur écrivez. Donc deux trucs sont équivalents si ils sont simultanément vrais ou simultanément faux. Ou sinon, vous pouvez réutiliser l'implique. Si vous avez bien fait implique, une équivalence, c'est une implication dans un sens et aussi dans l'autre. Qu'elle soit vraie dans les deux sens. Bien, donc on va s'arrêter là, puisqu'on va pouvoir faire la petite interro prévue. Je remercie à ceux qui ont suivi à distance. Je vais vous laisser là. On va couper le stream. Et a priori, je vous dis à la semaine prochaine.